Chers amis, chers camarades, pour comprendre le présent et préparer l'avenir, nous avons décidé ce soir, non pas d'évoquer le passé, mais de convoquer l'histoire. Nous sommes à peine à plus de 2 ans de la fin de l'horrible charnier que fut la guerre de 14-18. Tous les partis socialistes de l'époque, à part celui de Lénine, ont failli à leurs paroles et participé au gouvernement d'union sacrée qui conduisirent la guerre. Le coup de tonnerre de la révolution bolchevique en Russie va préciser les enjeux autour des termes politiques représentés par le couple révolution-réforme. Vous n'allez pas fumer, monsieur Blum, là, ce soir? Pourquoi? C'est un lieu public, c'est interdit aujourd'hui. Du moyen de... Désolée. Les débats se multiplient et les décisions se précipitent dans un climat d'enthousiasme et de fascination pour la Russie des soviets. En 1920, dans les conditions issues de la guerre en France et de la révolution d'octobre dans le monde, la question du parti, dont doivent se doter les travailleurs pour leur émancipation, tout comme celle de la conception de la révolution, se pose donc avec urgence et acuité. C'est sur ces questions et les débats contradictoires qu'elles génèrent qu'au congrès de Tours, l'émotion s'affronte. Mais il est grand temps que je cède la parole à nos visiteurs. À commencer par le camarade Marcel Cachin, qui, en compagnie de Louis-Oscar Frossard, secrétaire général de la SFIO, revient justement de son voyage au pays des soviets. Oui, oui. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Quelles que puissent être aujourd'hui nos divergences, je n'oublierai jamais le respect, l'admiration et la ferveur filiale dont toute ma vie j'ai entouré la pure et grande conscience de Jules Guesde. Et sous quelle forme Guesde nous présentait-il l'avènement du socialisme, ou comme on disait alors, du collectivisme ou communisme? Était-ce sous la forme réformiste, accommodante, participationniste, édulcorée? Permettez-moi seulement de remettre un seul de ces textes sous vos yeux. Je cite. « Nous aussi, nous sommes persuadés que pour réussir, il faut d'abord et avant tout conquérir le pouvoir politique. Et pour cette première conquête, nous employons tous les moyens. » Fin de citation. Tous les moyens, dont le suffrage universel, le moyen légal. Seul le gouvernement occupé par le prolétariat permettra, par moyens extrêmes et par moyens légaux, de procéder à la restitution à la société des chemins de fer, des mines de charbon, des grandes industries, S'il vous plaît, camarade, un peu de calme. Mais je peux quand même... Je peux répondre là-dessus. Bravo. S'il vous plaît, le camarade demande la parole. Cachin, je propose qu'on... Je te réinscris un peu plus loin dans la soirée. Promis, tu pourras prendre la parole. S'il te plaît. Bleu. Allez. La doctrine de notre parti est une doctrine révolutionnaire. J'ajoute que je ne connais pas 2 espèces de socialisme, dont l'un serait révolutionnaire et l'autre ne le serait pas. Je ne connais qu'un seul socialisme, le socialisme révolutionnaire, puisque le socialisme est un mouvement d'idées et d'action
qui mène à une transformation totale du régime de la propriété, et que la révolution, c'est par définition cette transformation même. Alors, où est donc le point de désaccord capital entre vous et nous? Nous pensons, nous socialistes, que la transformation révolutionnaire de la propriété ne peut s'accomplir que lorsque nous avons conquis le pouvoir politique. Léon Blum, Oui. vous dissiperez tout équivoque en nous disant qu'il ne s'agit pas dans votre pensée de la conquête électorale. La conquête des pouvoirs publics, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie prise de l'autorité centrale qui actuellement s'appelle l'État par n'importe quel moyen sans que ni les moyens légaux ni les moyens illégaux soient exclus. Je veux maintenant parler de la question de la dictature du prolétariat. Question que les thèses de Moscou considèrent comme fondamentale. Nous en sommes partisans. Nous en sommes partisans. Là aussi, nul désaccord de principe. Nous en sommes si bien partisans que la notion et la théorie de la dictature du prolétariat ont été insérées par nous dans un programme qui était un programme électoral. Nous n'avons donc peur ni du mot, ni de la chose. Le désaccord, nous y voilà. Le désaccord est donc dans le fait de nos divergences sur l'organisation et la conception révolutionnaire dont j'ai parlé précédemment. Dictature exercée par le parti, oui, mais par un parti organisé comme le nôtre et non pas comme le vôtre. S'il vous plaît, on se calme. Léon, il va falloir conclure maintenant, s'il te plaît. Une dictature exercée par un parti reposant sur la volonté et la liberté populaire, sur la volonté des masses, mais non pas une dictature exercée par un parti centralisé, où toute l'autorité remonte d'étage en étage et finit par se concentrer entre les mains d'un comité occulte. Dictature d'un parti, oui. Dictature d'une classe, oui. Dictature de quelques individus connus ou inconnus, cela, non. Tu arrives juste à temps pour ton intervention, camarade. Nous écoutons maintenant le camarade Rapoport, s'il vous plaît. Je vais vous démontrer comment la guerre mondiale, entre autres événements internationaux, a fatalement, inévitablement déterminé et doit déterminer une nouvelle orientation du prolétariat international dans tous les pays. On dit « L'existence de mon pays se joue dans la guerre. Je défendrai mon pays. Que mon pays ait raison ou tort, c'est mon pays. » Voilà l'idéologie de la défense nationale que nous avons subie jusqu'à la guerre mondiale et qui a été suivie par les meilleurs. Il ne faut pas l'oublier. Ceux qui continuent à penser ainsi sur la défense nationale n'ont rien appris de la guerre mondiale. La caractéristique des chefs actuels de l'international est que leur doctrine sur cette question ne contient pas d'équivoque. Dans le régime actuel, la défense nationale est une mystification. Je dirais plus, une escroquerie. Mais moi aussi, j'ai atrocement peur de la guerre qui vient et qu'on prépare par une politique de fou. J'ai atrocement peur. Et voilà pourquoi je ne veux pas
que par le maintien de l'idéologie de la défense nationale, nous donnions carte blanche à ceux qui déchaîneront demain la guerre mondiale. Je dis que la guerre mondiale est fatale dans le régime capitaliste. Merci camarade, vous n'avez pas été dit de vérité si profonde encore. Il n'y a pas de quoi te frapper pour ça. Je dis que notre parti n'a pas fait son devoir contre l'écrasement par les alliés du prolétariat allemand. Bien, mes chers camarades, en tant que secrétaire général du parti, je vais à présent vous adresser quelques mots à mon tour. Cette prise de possession par la force soulève aujourd'hui de la part d'un certain nombre de camarades tant d'objections savantes que la seule conséquence logique qui pourrait résulter de cette accumulation d'impossibilités serait pour le prolétariat un acte de désespérance. Camarades, N'exagérons rien. Léon, nous sommes à une heure où il ne suffit plus de constater que la situation est révolutionnaire. Certes, elle l'est. Mais les hommes ne le sont pas. Je me contenterai de demander pour mon parti qu'il puisse choisir son heure. Et ces méthodes? La révolution ne se décrète pas à jour fixe. Alors, H, comme on disait dans les tranchées pour déclencher des offensives qui obtenaient le succès que vous savez, la révolution, ce n'est pas cela. Pour nous aussi, mon cher Blum, la révolution n'est pas que la mainmise de la classe ouvrière sur le pouvoir d'État. Nous savons que le travail de construction socialiste sera beaucoup plus important ensuite et beaucoup plus difficile. Nous le savons, nous qui ne considérons la dictature prolétarienne que comme une mesure provisoire et non comme un statut définitif d'un pays conquis au socialisme. Excuse-moi camarade, nous sommes en liaison car ça fonctionne avec Clara Zetkin en direct de Moscou. En liaison. Oui, derrière vous. Quoi? C'est quoi en liaison? Regardez. Oh. Chers camarades, je suis là ce soir avec vous pour exercer quelques minutes le mandat que l'exécutif de la 3e internationale m'avait confié. Votre gouvernement m'a empêché de l'exercer dans toute son ampleur, mais j'ai tenu malgré tout à intervenir personnellement pour vous faire voir ce que peut la conviction révolutionnaire contre les mesquineries policières de votre gouvernement capitaliste et contre-révolutionnaire. Les prolétaires russes supportent le martyre, non pas de manière apathique, comme on vous le raconte. Ce sont des légendes, mais d'une manière voulue. C'est une volonté arrêtée, révolutionnaire, qui est tout à fait internationale. La foi dans la solidarité de tous les exploités du monde, la foi dans la révolution mondiale est, chez le peuple russe, une nouvelle religion. Le prolétariat français a été poussé jusqu'à présent par la tactique de trahison et de faiblesse dans l'arrière-plan de la révolution. Il est temps qu'il se place avec le prolétariat russe. Faites l'union nationale et internationale avec la 3e internationale. Vive le congrès de Tours qui fera cette œuvre révolutionnaire.
Vive le prolétariat révolutionnaire français! Vive le prolétariat communiste de tous les pays! Vive la révolution en Russie! Vive la révolution prolétarienne qui va détruire ce monde capitaliste et donner libre accès à l'avenir de notre communisme! De notre camarade Zetkin. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Laissez-moi cependant terminer mon intervention. Et malheureusement, ce n'est pas sans tristesse que je vais conclure. Ils sont venus à nous, éclairés par la cruelle leçon de la guerre, en haine du capitalisme responsable de cette guerre. Il faut nous en féliciter. Je me souviens d'une époque où nous redoutions que les jeunes s'en aillent à d'autres organisations que les nôtres. Ils sont venus, les uns par passion antimilitariste et anti-guerrière, les autres, comme autrefois ceux dont Charles Péguy parlait dans son livre Notre jeunesse, à la recherche d'une mystique. D'où qu'ils viennent, qu'ils soient les bienvenus parmi nous. Je vous remercie. Mes chers camarades, la parole est à présent au camarade Longuet. Le camarade Longuet n'est pas arrivé encore. Ah, bon, alors à ce moment-là, voilà, Cachin, tu termines ton intervention. Ah, bon, eh bien, nous allons donc passer la parole au camarade Longuet. On verra à la fin. Après. Oui. Nous devons tout faire pour rester dans l'unité. Pour attendre que l'expérience des faits ait appris à nos camarades ce que signifiait l'adhésion à Moscou. C'est mon état d'esprit à présent. Je veux l'unité, avec rage, avec passion. Mais il faut pour cela que de ce côté, comme de l'autre, on la veuille. Blum envisageait la scission comme inévitable. Après lui, Frossard en prenait lui aussi son parti. Moi, camarade, je ne prends pas encore mon parti de ce malheur. Les masses ouvrières qui sont derrière nous ne comprendront pas. Croyez-vous que lorsque nous serons déchirés en deux groupes socialistes en train de se couvrir d'anathèmes et d'injures, les appels réciproques de Blum et Frossard sur le départ en beauté et sur la continuation des rapports après la scission seront-ils entendus? Mais non! Vous savez bien que la lutte sera fratricide. Je suis prêt, pour nos camarades russes, à refaire et au centuple le peu que j'ai pu faire hier. Si pour sauver leur révolution, ils nous demandaient de nous faire tuer, il y en a beaucoup parmi nous qui le feraient. Mais ce qu'ils n'ont pas le droit de nous demander, c'est de briser notre parti, notre idéal, de nier notre passé de socialiste. Ils attendent des gestes de révolution immédiate. Ils ne tiennent aucun compte des circonstances de temps et de lieu. Ils les ignorent, vivant dans l'hypnose de leur révolution. Si nous étions, nous, en révolution, nous nous étonnerions, comme eux, que les autres pays ne fassent pas eux aussi la révolution. Ils sont excusables de leurs erreurs. Très bien, merci. Camarade, la parole est au camarade Vaillant-Couturier.
Clara Zetkin, en communiste, nous a dit « Assez de lâcheté à laquelle on a trop fait appel dans ce congrès, assez de ce frein qu'on veut mettre à la marge de l'histoire, assez de ces 2 pas en arrière qu'on fait à chaque pas en avant, assez de toutes ces petites manœuvres de congrès où certains hommes excellent. Il ne s'agit plus de ces choses maintenant. Il s'agit de comprendre quelles sont les lourdes responsabilités qui nous incombent de le comprendre des 2 côtés. Oui. Il ne s'agit plus de donner à une motion le nom d'un homme, mais d'en regarder l'esprit, de voir quelle est la grande crise qui nous divise. Il y a ici des hommes qui ne peuvent plus collaborer dans le même parti. Je sais que la bourgeoisie, à l'issue de ce congrès, tournant des yeux attendris vers vous, va vous couvrir de fleurs. Je sais que cela se produira fatalement, mais j'espère que vous aurez la force d'âme de résister au chant de toutes ces sirènes. Je ne désespère pas de voir certains d'entre vous, éclairés par les faits, revenir vers nous. Car un homme peut toujours s'être trompé, avoir eu des illusions sur ce qu'était son devoir. Moi, camarades, je ne vous demande pas de nous épargner. Faites votre travail, faites votre labeur, suivant la conception que vous avez de la transformation de l'ordre social, suivant les méthodes réformistes que vous voulez faire prévaloir. J'en reviens toujours à ce terrain sur lequel Blum nous avait entraînés quand il disait que la doctrine était nouvelle. Non. Non, ce sont les méthodes seulement qui sont adaptées à leur temps. Faites votre travail. Nous ferons le nôtre. Et vous constaterez que contrairement à vos prévisions, à toutes vos prophéties, nous verrons grossir nos rangs demain, car il y a trop d'hommes qui ont été dégoûtés. La rupture était consommée. À l'aube du 30 décembre 1920, 2 partis désormais se réclamaient du socialisme. Bon,